Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous, émission du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien dans son job. La marque employeur, c'est un outil pour recruter et fidéliser ses talents et on sera avec une marque bien connue des consommateurs, ce sont des céréales. Je ne vous donne pas la marque, on la découvrira dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Ésotérisme, spiritualité, quand elle se met au service des entreprises, on sera notamment avec un chaman. Avec cette question, aura-t-il son petit tam-tam et cette petite fumée évidemment qu'utilisent les chamans. On en parlera avec Mathieu Amaré dans quelques secondes. Et puis le cercle RH, notre débat avec cette crise Covid qui n'en finit pas. Les bureaux ont-ils mis la clé sous la porte? C'est une question que se posent beaucoup de chefs d'entreprise. Faut-il garder les bureaux ou commencer à télétravailler en full remote? On fera le point, ça sera dans notre débat le cercle RH. Puis fenêtre sur l'emploi, le CV qui est un outil essentiel, il sera décortiqué par un expert de cadre emploi, ce sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, notre première rubrique, bien dans son job, à la rencontre d'une marque, vous allez voir, extrêmement connue de tous les consommateurs. Bien dans son job avec aujourd'hui un thème intéressant, la marque employeur. Ça, c'est un sujet évidemment important. On en parle avec Rachida Saraka. Merci d'être avec nous. DRH. Ça y est, je donne la marque. Kellogg's France. Kellogg's, ce sont évidemment, vous l'aurez deviné, des céréales qu'on prend le matin au petit déjeuner. Des céréales d'ailleurs qui sont bio depuis quelques temps. Vous avez des gammes bio, parce que je vous disais que j'étais un peu embarrassé. Vous avez du bio. Absolument. Vous avez du bio. Tout à fait. 181 collaborateurs autour de vous qui vous accompagnent dans cette stratégie de marque employeur. D'abord, question alors un peu basique et un peu simple. Votre définition de la marque employeur, c'est quoi ? Alors, comme vous le disiez, la marque employeur, c'est nous faire connaître en tant qu'employeur. Si je vous dis Kellogg's, Extra, Miel Pops, tout le monde connaît. En revanche, Kellogg's en tant qu'employeur est moins bien connu. Et c'est l'objectif de la marque employeur. D'accord. Nous faire connaître en tant qu'employeur pour attirer les talents. Alors, attirer les talents, là, l'idée de la marque employeur, c'est de dire à des jeunes qui sortent d'école ou qui ne sortent pas d'école et qui ont déjà de l'expérience, venez chez nous. Ça démarre comment, la stratégie d'une marque employeur? Parce qu'elle n'est pas née hier, cette stratégie, ça fait 1 an que vous êtes sur ce sujet. Comment on bâtit une stratégie de transformation et de visibilité de marque employeur? Tout à fait. Alors, tout d'abord, ça démarre par une transformation business. Donc, la volonté business d'aller vers des produits bio, d'aller vers des filières responsables. Et pour accompagner cette transformation du business, on a besoin de fidéliser nos talents et d'en attirer de nouveaux. Et donc, voilà, l'idée, c'est de communiquer à l'extérieur sur qui on est à l'intérieur pour donner envie aux talents de nous rejoindre. Les talents jeunes et les moins jeunes. Oui, c'est ce que je disais, il n'y a pas que ceux qui sortent des écoles ou des écoles de commerce prestigieuses. C'est intéressant le lien que vous faites entre l'idée de changer vos gammes de produits et le fait que ça puisse attirer de nouveaux talents. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a beaucoup entendu sur ce plateau, notamment avec les invités de Welcome to the Jungle, des jeunes qui disent « Moi, je veux rentrer dans une boîte parce qu'elle porte des valeurs ». Est-ce que ça, c'est une valeur qui peut attirer les jeunes? Tout à fait. En préparant cette marque employeur, on a fait des interviews sur le marché et figurez-vous que l'un des 3 premiers critères des candidats, c'est une entreprise avec un engagement RSE. Donc, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Il y a besoin, pour nos consommateurs, mais aussi pour nos candidats, d'avoir une véritable stratégie RSE. Ça veut dire que ce changement de produit que le consommateur prend a une incidence aussi dans le choix de l'entreprise. Lorsqu'un jeune se dit, tiens, Kellogg's, ils se sont mis au bio, ça veut dire que ils se tournent vers l'écologie, le développement durable. C'est ça l'idée? Absolument, c'est tout à fait ça. Quelques mots, c'est important, sur la flexibilité, parce que c'est un autre élément important. Qu'est-ce que ça veut dire chez Kellogg's, la flexibilité? Parce que c'est souvent, il faut le dire, un peu un gros mot, la flexibilité. On se dit, oh là là, ça va être compliqué. Là, c'est différent. Là, c'est notre valeur ajoutée, la flexibilité. Et tant mieux, dans un contexte de Covid, on ne l'avait pas attendu pour mettre en place le télétravail, puisque déjà, plus de 90% de nos collaborateurs étaient éligibles au télétravail avant Covid. Et maintenant, on a communiqué un principe très fort, c'est décorréler la localisation et la performance. En d'autres termes, il n'y a pas besoin d'être au bureau
pour performer. Et ça, c'est assez avant-gardiste dans notre industrie et ça permet un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Quand vous dites industrie, qu'on soit bien clair, Kellogg's c'est une entreprise américaine. Tout à fait. Vous en êtes une filiale. C'est une industrie parce que c'est une industrie agroalimentaire. Absolument. Les métiers chez Kellogg's, parce qu'on a bien compris qu'il y avait un gros travail de marketing, de travail de packaging, mais il y a aussi un travail industriel. Tout à fait. Alors, en France, dans notre filiale française, le cœur de métier, c'est toute la sphère commerciale. Donc, que ce soit nos vendeurs itinérants sur le terrain, nos métiers de négociation, nos comptes clés, la supply chain et le marketing. Et on a tout un ensemble de fonctions support, finance, RH, communication, etc. autour de cette filiale commerciale. Alors, c'est intéressant parce que vous êtes la DRH, vous avez 180 collaborateurs. On a compris que l'idée, c'était aussi de redonner une autre image de cette entreprise et d'attirer les talents. J'ai vu par exemple que dans les services que vous proposiez, et on l'a reçu il y a quelques jours, il y a possibilité d'avoir une place en crèche, notamment dans la crèche Les Petits Chaperons Rouges, et qui est venu sur notre plateau en parler la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous regardent là et qui hésitent, là, qui sont en train de préparer leur CV, qui hésitent sur leur secteur? Comment vous leur vendriez votre entreprise pour leur donner envie de venir? Ça, c'est un challenge, ça. Vous ne l'avez pas préparé? Je ne l'avais pas préparé, mais je le prends. Mais c'est ça avec qui est intéressant. Plaisir. Eh bien, moi, je dirais que si vous cherchez une entreprise où il fait bon vivre, une entreprise avant-gardiste qui prépare le futur, rejoignez-nous et les équipes sont formidables. Ça, c'est pas mal. Avant de nous quitter, les embauches, les postes. Là, il y a des postes qui sont ouverts. On peut aller sur votre site. Tout à fait. Notre site internet carrière qui s'est mis à jour pour l'occasion du lancement de la marque employeur. Consultez-le. Notre page LinkedIn également, avec les offres qui sont publiées au quotidien. Avant de nous quitter, la marque employeur, c'est aussi une manière d'engager les collaborateurs, j'allais dire engager, ça veut dire les motiver, faire en sorte qu'ils soient heureux. Vous êtes d'accord? Vous l'avez ressenti depuis les 1 an que vous développez cette marque? Il y a un engagement des collaborateurs? Eh bien, je vais vous faire une confession. En lançant cette marque employeur, moi, j'avais surtout pour but d'attirer l'externe. Eh bien, figurez-vous que les premières conséquences positives étaient en interne, avec un regain de fierté et d'engagement. Donc, en fait, la marque employeur, c'est tout autant pour l'externe que pour l'interne. Donc, engagé, ça veut dire que vous avez créé des outils, vous avez valorisé des collaborateurs sur des chiffres de vente. Comment ça se passe concrètement? Mais c'est nos ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on les a formés, ils ont été nos figurants dans les films employeurs et ils portent cette marque employeur. Donc c'est nos ambassadeurs et ça a créé un regain de fierté et d'engagement qu'on mesure à travers des enquêtes et qui est formidable et qui n'était pas forcément le premier objectif. Donc c'est d'autant mieux. Bon, le message est passé aux 180 collaborateurs qui vous entourent et puis tous ceux qui sont dans toute la chaîne de fabrication jusqu'au marketing, jusqu'à la supply chain, vous l'avez évoqué, de chez Kellogg's France qui s'est mis au bio et ça, vous l'avez dit, c'est important, ça a une incidence aussi sur les recrutements, sur les choix, le fait de venir chez vous et de pousser la porte de Kellogg's. Merci Rachida Saraka, vous êtes donc, je le rappelle, la DRH de Kellogg's France. Merci d'avoir fait un détour sur le plateau de Smart Job. La suite de nos programmes, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et Mathieu Amaré qui est là évidemment à mes côtés. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress, notre rubrique avec Welcome to the Jungle et Mathieu Amaré qui est là comme tous les lundis. Je suis très heureux de vous retrouver, rédacteur en chef France de Welcome to the Jungle et non pas de jingle. J'ai vu que sur Twitter vous aviez rectifié. Alors, il faut faire de la pédagogie. Oui, c'est bien la jungle, ce n'est pas le jingle de musique. C'est intéressant aujourd'hui parce que là on parle de deux sujets qui comme ça en apparence sont excessivement éloignés. Ésotérisme, spiritualité et vous avez même décidé, alors là c'est quand même une petite révolution, d'inviter un chaman. Oui. Alors il n'est pas avec nous en plateau, c'est dommage. Non, c'est dommage. Mais il est en visio. De bonnes ondes. Racontez-nous, Mathieu. Oui, Arnaud, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends, je suis avec vous. Je vais vous présenter donc Arnaud Rioux, vous êtes chaman corporate. Vous avez fondé en 2006 La Voix de Lac, qui est une agence de conseil s'inspirant de sagesse ancienne. Arnaud en parlait avec une petite phrase d'introduction. On disait que effectivement l'ésotérisme peut voler à la rescousse des entreprises parce que en fait aujourd'hui il y a énormément d'incertitudes, on le répète sur ce plateau, et que la spiritualité ou du moins l'ésotérisme peut aider les managers à faire face à la crise. Mais pour tordre le cou, peut-être aux idées reçues, éviter les amalgames, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre approche de chamanisme corporate au cœur des organisations ?
Alors, c'est drôle parce que chamanisme corporate, c'est un mot qui a été qui s'invente par le fait, puisque moi j'établis des liens surtout. J'ai passé la moitié de ma vie avec les chamans dans le monde entier et j'interviens aussi auprès des dirigeants, des managers, des entreprises, plus pour trouver du sens, améliorer les liens, renforcer la vision et pour ça justement, moi mon rôle c'est d'établir des ponts, puisque la sagesse des peuples premiers ou la sagesse des chamans peut apporter beaucoup aux entreprises. Arnaud, pour quel type de demande êtes-vous sollicité exactement? Quand une entreprise vient vers vous, qu'est-ce qu'elle vous demande exactement? Et quand les entreprises souvent ont besoin soit de clarifier une vision, parce que l'entreprise manque de vision, ne sait pas bien où elle va, manque de sens. Ça, c'est vraiment la maladie du siècle aussi dans les entreprises modernes, c'est le manque de sens. On se lève le matin, on ne sait plus très bien pourquoi on fait les choses. On a tendance à accumuler les fonctions, mais en perdant le sens. Et puis, sinon, c'est aussi toutes les questions de malaise, de stress, de mal-être. Et pour ça, on a besoin de revenir aux sources. Alors ça peut sembler antagoniste de revenir jusqu'au message des chamans, mais les chamans sont un peu nos gardiens de sagesse et l'entreprise manque de sagesse. Mais comment se représenter les réponses que vous y apportez à ces types de sollicitations? Parce que quand on parle de chamanisme, on s'imagine des managers sur le sol où vous jouez le tambour en leur donnant un bol d'or, etc. Qu'est-ce que vous y faites exactement quand vous rencontrez les entreprises, y compris d'ailleurs en visio actuellement, puisque j'imagine que vous ne pouvez plus les rencontrer physiquement. La première chose, c'est que justement, je commence par expliquer, parce qu'on a beaucoup d'a priori sur ce qu'est la spiritualité, sur ce qu'est l'ésotérisme, sur ce qu'est le chamanisme, sur ce qu'est la méditation. Alors, c'est des a priori qui commencent à tomber. Il y a 15 ans, quand je parlais de méditation en entreprise, on me regardait avec des billes comme ça, en me disant il n'y a rien à voir, il n'y a pas de lien entre la méditation et l'entreprise. Aujourd'hui, on parle facilement de mindfulness, de pleine conscience. Ça commence à être vraiment rentré dans les mœurs. La spiritualité, c'est pas la religion. La spiritualité, c'est l'art de nous ouvrir à une dimension plus grande, une dimension qui nous échappe, et donc de faire fonctionner l'entreprise. Souvent fonctionne en silo et elle est coupée du monde de l'écologie, où elle est coupée de l'environnement, où elle est coupée de la santé. Et le chamanisme, par essence, tisse les liens entre les différents mondes. Mais Arnaud, excusez-moi, c'est intéressant, c'est pour prolonger ce que vient de vous demander Mathieu. Pour être très concret, moi j'ai fait quelques reportages sur les chamans et c'est souvent en fait des passerelles entre les esprits et la terre. Et parfois ça passe aussi par la consommation de drogue, c'est-à-dire que ces chamans se mettent dans un état de transe et cette transe les fait communiquer finalement avec l'au-delà. Vous allez jusque-là ? Alors, bien évidemment que ça demande de faire quand on établit des ponts, on ne peut pas pratiquer le chamanisme comme je le pratique avec les chamans. Donc, si je fais, par exemple, je pense aux plantes, il n'y a pas d'utilisation de plantes du tout en entreprise. Parce que les utilisations de plantes en France sont très réglementées et très souvent interdites. Donc, on est très, très vigilant avec ça. Par contre, il y a des méditations qui permettent de changer ce qu'on appelle notre état de conscience, d'aller dans un état de conscience modifié, qui est moins égotique, qui est plus élargi et qui nous donne accès à d'autres informations. Il y a des prises de décision qui peuvent être prises comme ça. La difficulté, peut-être, c'est que les entreprises sont souvent très, très en quête d'un résultat immédiat. Il y a une espèce de quête de l'efficacité, là où le chaman laisse faire et se contacte avec la nature pour laisser le rythme juste. Donc, c'est, pour moi, le plus gros réajustement, il est là. Et justement, Arnaud, vous le dites bien, qu'est-ce que vous leur apportez aux entreprises après votre conseil, après vos formations, après votre présence avec elles, quels sont les fameux indicateurs clés que vous pouviez leur fournir après une séance chamanique avec vous? Ça peut être, par exemple, d'apprendre à décider autrement. Parce que quand on décide dans notre monde moderne, dans le monde moderne des entreprises, c'est vraiment, il y a un problème, il faut une solution et on va à la solution la plus rapide. Le chaman, il fonctionne pas comme ça. Il se dit que la réponse est dans la nature et que donc elle peut être imprévisible. La réponse peut nous surprendre, elle peut sembler délirante, mais elle est toujours juste parce que dans la nature, tout est juste. Donc apprendre à décider autrement, apprendre à choisir autrement, apprendre à investir différemment aussi, investir beaucoup plus dans un respect de la terre, dans un respect de l'environnement, puisque les chamans sont aussi avant tout des gardiens de la terre, des gardiens
de l'environnement. Et donc, c'est vrai qu'on investit beaucoup avec les entreprises pour que les entreprises soient beaucoup plus attentives et vigilantes dans leur positionnement par rapport à l'écologie. Donc, c'est d'une révolution là dont vous nous parlez, Arnaud Rioux. C'est un changement de paradigme là que vous évoquez. En fait, c'est pas dire voilà, on va non seulement se concentrer sur des indicateurs clés de performance différents, on va complètement réinventer le management grâce au chamanisme et à ces esprits qui descendent de la terre qu'évoquait Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple concret de quelqu'un qui était en difficulté, voire en détresse? On entend beaucoup parler des patrons en détresse actuellement, et qui, grâce à vos actions, grâce à vos opérations, a pu changer justement de braquet? Alors, on cherche toujours les résultats immédiats. Moi, quand j'accompagne des entreprises, alors c'est soit dans le temps, dans la durée, soit des fois ponctuellement. Mais ce qu'il peut y avoir, tiens, si par exemple, je pense à un recrutement qui a eu lieu, et là j'ai travaillé avec un codir pour le recrutement d'une directrice financière, d'un directeur financier, directrice financier. Et puis plutôt que d'analyser de façon très très pragmatique, on a fonctionné uniquement par image. Et ce qui est apparu, c'est que la future directrice financière, parce que c'était une femme qui apparaissait, on a identifié son prénom, on a identifié son âge et sa ville de naissance. Et c'est les seuls indicatifs qu'on avait pour recruter la personne, parce que c'est les informations qui sont venues. Et quand le recrutement a eu lieu, le cabinet de recrutement a suivi un process naturel, mais par contre, les personnes qui sont arrivées, dans les 3 personnes qui ont été proposées, il y en avait une qui avait le prénom, l'âge et la date et la ville de naissance qui avait été trouvée en méditation. Donc ça, c'est des indices assez forts qui nous font justement rassembler les mondes et se dire qu'on peut avoir les informations différemment parce que voilà, la nature est pleine de surprises. Mais Arnaud, avant de nous quitter, il y a quand même, on a eu dernièrement une femme qui était venue nous faire une présentation de cours de peinture. Mathieu était là ce jour-là et qui nous disait quand même que les patrons qui utilisaient ce type de formation avaient déjà une appétence, un intérêt à ces questions. J'imagine que c'est le cas pour vous aussi. Vos clients sont déjà un peu connectés à ça ou ils sont totalement éloignés? Oui, et puis sinon j'évite de trop y aller parce que c'est que ça demande quand même vraiment un changement de paradigme, ça demande de voir les choses différemment. Donc généralement, les managers ou les patrons qui font appel à moi ont souvent eu une ouverture, soit personnelle, soit au sein de l'entreprise, au moins sur le bien-être, au moins sur la méditation, au moins sur... Et donc il y a envie d'aller plus loin. Mais c'est certain qu'une entreprise qui fonctionne de façon un peu toxique à l'ancienne et qui se dit on va faire venir un chaman pour aller travailler encore mieux, là, il n'y a pas de... Moi, je ne fais même pas. Parce que c'est trop compliqué. Merci Arnaud Rioux, Shaman Corporate, qui est un peu une création comme ça de deux éléments un peu contradictoires. Et votre structure s'appelle ACT, approche consciente de la totalité de l'être. C'est un changement de paradigme et une autre manière d'aborder finalement l'entreprise et sa propre vie d'ailleurs, Mathieu. La suite de nos programmes, on reste un peu sur cette thématique, on quitte le chamanisme, mais encore que c'est travailler demain et c'est tout de suite. Travailler demain, là aussi avec un cabinet que vous allez nous présenter. Notre invité n'est pas chaman, on est d'accord. Oh non, mais je vous fais sourire, mais c'est vrai qu'on vient d'avoir un chaman extrêmement structuré, enfin qui fait la passerelle. Hein. Ouais, on a vu qu'on pouvait tordre le cou à certaines idées reçues qui paraissent un peu perchées, comme on dit. Là, on va redescendre aussi un petit peu pour s'apercevoir que la spiritualité peut être aussi objet de concrétude. Fabienne Alamelou-Michaï, bonjour. Concrétude. Oui, bonjour. Vous avez vu concrétude, comme la bravitude. C'est la bravitude comme de Mathieu, la bravitude, la concrétude, on y va. Mais oui, une concrétude. On va être concret. On va être concret car vous êtes fondatrice de Leaders Lab et autrice d'un livre, Manager avec son âme, dans lequel vous dites, et d'ailleurs c'est aussi le cas de votre petite présentation quand on regarde votre site internet, vous dites qu'il y a 3 intelligences dans le management aujourd'hui, l'intelligence rationnelle, puis l'intelligence émotionnelle, et aujourd'hui, la source en fait naturelle, selon vous, serait l'intelligence spirituelle. Ma question, pour quelle raison la spiritualité devient la source privilégiée du management aujourd'hui ?
Alors, je dirais que la spiritualité n'est pas la seule source. Je crois profondément que l'homme est fait de 3 grandes dimensions. Une dimension corporelle, une dimension psychique, avec à la fois la partie rationnelle et la partie émotionnelle, et une dimension spirituelle. Donc, l'être humain est composé de ces 3 dimensions. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise beaucoup le côté rationnel. Maintenant, on a découvert le côté émotionnel dans les années 90 avec Goleman. Et la partie spirituelle, alors c'est pas qu'on l'a inventée, elle est bien évidemment très ancienne, mais on la redécouvre, et notamment dans le management, parce qu'elle permet d'atteindre un certain nombre de choses très intéressantes, et notamment la quête de sens. Je travaille notamment avec l'EDEC, qui a publié des statistiques sur les attentes des nouvelles générations. Qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui a fait un sondage d'ailleurs sur les... Super. Et donc l'EDEC, en fait, en étudiant, en analysant les étudiants de prépa, d'école de commerce, s'est rendu compte qu'en fait, les attentes des nouvelles générations portaient sur le sens. À 60%, les attentes, c'était le sens, beaucoup plus que finalement faire une carrière ou gagner de l'argent. Et pour répondre à cette attente de sens, il s'agit de développer une nouvelle forme d'intelligence pour les managers, qui est cette intelligence spirituelle qui va permettre de donner du sens. C'est du non-dit, on est d'accord. Le manager ne dit pas, écoutez, à partir de lundi, je fais un management spirituel. Vous voyez, c'est tout ça dans le non-dit, j'imagine. Alors, bien sûr, c'est pas forcément annoncé tel quel, mais ça fait partie de son style de management. Je vais vous citer quelqu'un qui s'appelle Isabelle Cocher, que vous devez connaître, que j'avais entendu dans une conférence il y a maintenant, je dirais, 4 ans, et qui avait dit que pour répondre aux défis, notamment des grands groupes, pour capter des jeunes et des jeunes talents, il fallait que les managers deviennent des managers spirituels laïques. Isabelle Cocher, ex-patronne d'Engie, on est d'accord. Oui, tout à fait. Et donc, pour que les grands groupes puissent donner du sens et permettre à ces jeunes de trouver du sens dans leur travail, il fallait que les managers développent cette dimension spirituelle pour eux-mêmes, donc laïque. On n'est pas forcément connecté à une religion particulière, mais qui permettent justement de motiver les jeunes d'une nouvelle manière. Ah, vous liez religion et spiritualité, Bien sûr. Alors, religion et spiritualité, c'est lié, mais ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que l'on peut être catholique, chrétien, bouddhiste, agnostique, mais être spirituel. Et quelles sont les clés, ça fait partie de l'essence de la personne. Fabienne, quelles sont les clés pour réussir ce management spirituel? Cette transformation, d'ailleurs. Cette transformation. Alors, le manager spirituel, en fait, vous pourriez être un manager spirituel. Mais il l'est sûrement. Le manager spirituel, c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa dimension spirituelle. Donc, il n'est pas dualiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement un corps et un esprit, mais qu'il a compris que à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de plus. Et la spiritualité, c'est la quête d'absolu, la quête de sens, la quête du beau, du bien et du vrai. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on a un manager spirituel? Quand Mathieu est spirituel avec ses équipes, je pourrais traverser par quoi? Alors, spirituel, c'est parce qu'en fait, vous alignez ce en quoi vous croyez, ce que vous dites et ce que vous faites. Tout type de croyance. Non, vos croyances à vous. Et t'es aligné, t'es centré. Vous avez des valeurs. Vous croyez un certain nombre de choses et vous allez aligner ce que vous faites et ce que vous dites avec ce que vous croyez. C'est-à-dire que vous êtes totalement authentique et aligné. Ça, c'est un manager spirituel. D'accord. Et comment je le diffuse dans l'organisation, ça parce que je peux être un manager spirituel. Dans l'attitude, c'est l'attitude. Et comment, justement, vous êtes cohérent. Comment ça se voit? Cohérent. Ça se voit parce que vous êtes cohérent. Vous n'allez pas dire quelque chose et faire l'inverse. Vous n'allez pas croire en quelque chose et faire l'inverse. Vous allez être complètement aligné. Et donc, ça donne plus de force pour les équipes pour suivre son manager. Exactement. Ça vous donne un leadership beaucoup plus inspirant. Et ça permet aux équipes de croire en vous et d'avoir confiance en vous. Et c'est extrêmement important en ce moment où nous vivons une période de crise profonde. Dernière question, bien alignée, très courte. Et puis aussi être aligné avec la spiritualité de son manager ou du patron de l'entreprise. On n'a pas besoin d'être aligné sur sa spiritualité. Il peut y avoir plusieurs spiritualités dans l'entreprise. Bien sûr, la spiritualité, c'est une dimension de la personne. Vous êtes un être spirituel. Pas besoin d'être reconnecté. C'est Yann de Chardin l'a dit avant moi. Vous êtes un être spirituel aussi bien que corporel. Arnaud peut être un être spirituel aussi. Mais complètement. Je suis très spirituel. Mais je suis totalement spirituel. Je suis malheureusement triste d'être un peu le maître du temps, qui n'a rien de spirituel. Merci d'être venu nous éclairer sur ce rapport à nous-mêmes finalement. C'est un rapport à nous-mêmes. Fabienne Alamelou Michaï, fondatrice du cabinet Leaders Lab et autrice de Manager avec son âme. Et c'est édité chez MAM. MAM Édition. C'était toujours intéressant de
voilà, de saluer les éditeurs qui sortent des livres. Merci d'être venu sur notre plateau, Fabienne. La suite de nos programmes. Merci Mathieu, évidemment. Vous repartez évidemment sous votre bras avec le chamanisme et la spiritualité. Je suis heureuse d'avoir rencontré 2 journalistes spirituels. Nous le sommes, c'est vrai. Nous sommes centrés et alignés. La suite de nos programmes, c'est dans quelques instants après cette courte pause. On va s'intéresser aux bureaux. C'est le grand sujet. Est-ce que les bureaux ont mis la clé sous la porte? Est-ce qu'avec ce télétravail, cette crise Covid, on est en train de bouleverser finalement ce bureau qui est un lieu si particulier dans nos vies? On en parle dans quelques secondes après cette courte pause. Le cercle RH, qui est notre débat quotidien, je suis très heureux de vous retrouver. Évidemment, on parle du sujet transversal. Il y a 2 sujets. Il y a le télétravail dont on parle quasiment tous les jours sur ce plateau, bien entendu. Mais le corollaire, c'est évidemment le télétravail pose un débat, une question sur le bureau, notre place dans notre espace professionnel. C'est un bureau qui a changé. On travaille de plus en plus chez nous. Grand débat, public, privé, tout se mélange. Et puis, certains disent le bureau, c'est fini. Les collaborateurs veulent plus y aller. Faux. On va y revenir dans quelques instants. Les collaborateurs, aimeraient bien continuer à retourner voir leurs collègues de travail qui sont pour certains devenus leurs amis et donc ils ont besoin de ce lien social. On va essayer d'y voir clair parce que c'est pas si simple. Ce bureau, c'est un lieu symbolique, c'est un lieu chargé de notre propre histoire, de tensions, de moments de joie. Le bureau, c'est tout ça. On fait le point avec mes invités. Vous allez voir, c'est un florilège de spécialistes du sujet parce que évidemment, il y a ceux qui les vendent, il y a ceux qui les louent, puis il y a ceux qui les observent. On commence par Aude Grand. Merci d'être avec nous. Aude, vous êtes directrice générale adjointe de SFL, Société Foncière Lyonnaise. Tout à fait. Qui n'est pas une marque très connue du grand public, c'est une marque professionnelle. On va parler avec vous de l'immobilier de bureau. On va essayer de savoir si ça se passe bien. Moi, j'ai eu quelques chiffres, quelques infos. C'est compliqué aujourd'hui, le business du bureau. On va voir comment vous vous réinventez peut-être, évidemment, pour travailler sur ce sujet. Pascal Dibi, merci d'être avec nous. Je le dis comme ça à ceux qui nous regardent, je félicitais le travail que vous avez mené. Vous êtes ethnologue et auteur de Ethnologie du bureau, brève histoire d'une humanité assise. J'adore ce titre, chez Métellier. Alors, c'est un livre passionnant parce qu'on ne traite pas que du bureau. Vous repartez des Égyptiens, des scribes égyptiens, jusqu'à l'écriture, jusqu'à l'encre. Et vous racontez, c'est passionnant, qu'un État naît par sa bureaucratie. Et sa bureaucratie, elle est liée évidemment à des espaces de bureaux, avec des gens très importants, qui avaient des bureaux très importants, puisque la taille du bureau donnait l'importance. Tout ça a évidemment beaucoup bougé. Et puis je cherche le nom de mon troisième invité, mais que je vais... Stéphane Ben Simon, vous étiez le premier sur ma feuille, CEO de Wojo, il faut le dire avec un rythme. Ouais, avec, sans rythme. Sans rythme. Vous dites Wojo. Comment vous? Wojo. Wojo. Ouais. Ça veut dire quoi, Wojo? C'est une contraction entre le côté work et le côté mojo, donner du sens, de l'épanouissement, de la profondeur au travail et de l'intérêt. Alors Stéphane, vous êtes un des acteurs sur le marché du coworking. On en parle beaucoup sur ce plateau, c'est-à-dire que des entreprises commencent à réfléchir à l'idée de faire travailler des collaborateurs, non plus chez eux, parce que c'est trop petit, mais dans des espaces dédiés qu'on appelle les coworking. Il y en a partout en France et à Paris. Ce sont de très beaux espaces, vos espaces Wojo. On les loue sur des longues périodes, sur des courtes durées. C'est ça l'esprit. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, justement. C'est ça la force, c'est cette flexibilité, les courtes périodes, longue durée. Tout est possible. Juste avant de revenir sur votre étude, parce que je précise que vous avez fait une étude assez intéressante où on voit que les plus de 50 ans, ils ont moins d'amis dans le bureau, que les moins de 35, ils ont plein de copains et qu'eux, ils veulent y retourner. C'est très intéressant. Puis c'est le rapport, évidemment, au bureau. Juste, l'ethnologue, le bureau, c'est quoi, si vous deviez en donner une définition, vous qui l'avez analysé. Auparavant, vous aviez fait un livre sur la chambre à coucher, si je ne m'abuse. Oui, absolument, et sur les portes. Et sur les portes, voilà. Oui, c'est très important. C'est génial, mais bien sûr. Parce que les portes, le bureau, on la ferme, bien on l'ouvre. Bien sûr, on l'ouvre, on la ferme. C'est quoi un bureau? Un bureau, c'est 2 choses. C'est à la fois un meuble, matériellement, mais c'est un meuble mis à nu, d'une certaine façon, puisque l'origine viendrait de la bure, d'une grosse étoffe qu'on mettait sur la table, pour éviter de faire du bruit quand on comptait l'argent, c'est-à-dire quand on se livrait à des choses sérieuses. Et puis après, on a retiré la bure, le bureau est resté nu, mais du coup, c'est l'ensemble, à partir du XVIIIe siècle, de la pièce dans laquelle est installée cette table sur laquelle on se penche pour faire des choses sérieuses, qui devient le bureau. Et à ce moment-là, ça prend un sens encore nouveau quand le bureau va devenir tellement important que le fonctionnariat va se développer, le commerce va développer des bureaux, etc. Ouais. Une bureaucratie va se mettre en place. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, on a dit qu'on partait au travail. Et à partir des années... Je pars au bureau.
30, on a commencé à dire je pars au bureau. Les Américains, dans les films américains. Voilà. Tu vas où chérie, je pars au bureau. Je pars au bureau. Donc ça, il faut se rendre compte, ça veut dire que c'est une notion du travail qui a radicalement changé, puisque ça veut dire qu'on vient dans un espace avec une chose extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus de production au sens artisanal du terme, et que produire des écrits, est-ce que c'est de la production? Ça ne l'était pas au début, au XVIIIe siècle, on faisait des épingles, mais on n'allait pas au bureau pour gagner de l'argent. Donc le bureau, c'est ça, c'est la stabilité aussi, c'est l'idée qu'on est payé régulièrement par un salariat, alors qu'on était payé un peu... c'est une forme de protection, le bureau. Une forme de protection, et c'est par les bureaux que vont se mettre en place les premières idées, justement, de retraite. Dès la Révolution française. Donc là, il y a quelque chose qui passe par le bureau, très importante, qui a rejailli sur notre société. Ils vont lire votre livre, les deux experts, qui sont des acteurs, qui sont plus que des experts. Ils travaillent, eux, à inventer le monde de demain ou à essayer de le sauver. Je commence par vous, parce que vous êtes, je dirais, la partie traditionnelle des bureaux. Votre entreprise, dont vous êtes la directrice adjointe, elle vend des bureaux. Moi, j'ai vu que ce modèle-là était en train de se casser la figure. Vrai ou faux ? Alors, c'est pas complètement vrai, au risque de vous décevoir. Mais c'est un peu faux aussi. Alors, en fait, nous, ça fait quand même 7 ans qu'on fait un baromètre tous les ans, et on va interviewer, avec notre partenaire l'IFOP, des salariés en Ile-de-France qui nous racontent leur perception des bureaux, justement, puisque c'est notre thématique. Cette année, ce qui est... on s'attendait pas à ce qui allait nous arriver, mais c'est intéressant parce qu'on a pu faire une analyse avant-après. C'est-à-dire qu'on a interrogé 1500 salariés en janvier, et 1500 salariés en septembre. Ça tombait bien. Donc avant crise, après crise. Avant crise, après crise. Exactement le même, le même nombre de salariés. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas encore de révolution dans les demandes des salariés. En fait, la demande pour le télétravail, par exemple, elle est exactement la même à un point près, avant et après le confinement et la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il vous demandait? Parce qu'on va la comparer à l'étude de Vojo. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils vous demandaient? C'est quoi la demande des salariés? Alors, ce qu'ils nous demandent, en fait, c'est de la flexibilité. Donc, effectivement, en grande majorité, ils souhaitent avoir recours au télétravail, ça c'est clair, à 85%, donc c'est majeur. En revanche, il y en a quand même 2/3 qui vous disent « je veux passer plus de la moitié de ma semaine au bureau ». Donc c'est dans un lieu social où je retrouve mes collègues, je retrouve mes amis même parfois. Mes amis, parce que 55% des jeunes vous disent mes collègues sont mes amis. Donc c'est exactement ça rejoint l'étude. Ça se mélange complètement. Donc en fait les salariés, ils vous disent on a besoin d'un lieu pour se retrouver au sein de notre entreprise. Donc les bureaux sont pas complètement morts. Après, il faut les réinventer, ça c'est sûr. Donc ça c'est le travail qui nous attend. Vous êtes implanté, votre société, je ne l'ai pas précisé, il faut être un peu précis, dans des quartiers d'affaires très importants. Hein. Vous êtes vraiment très implanté dans ces quartiers. Majoritairement parisiens en fait. Et parisiens, Édouard VII, Washington Plaza, enfin bref, des quartiers qui sont très emblématiques. Moi je pensais à la Défense. On voit aujourd'hui que c'est un quartier fantôme où des tours entières aujourd'hui sont vidées avec toutes les conséquences économiques que ça implique sur la restauration, sur l'économie. Le challenge pour le produit immobilier de la tour, il est évidemment extrêmement fort en ces temps de crise sanitaire. Mais là, c'est vrai que c'est une contrainte réglementaire quasiment, et on voit que ça s'adapte assez peu à ces contraintes. Pour l'instant, ça ne marche plus en tout cas. Il faut sûrement pas hanter. Non, mais l'ethnologue qui regarde le monde a dû se dire, on a inventé ces tours pour créer des skylines. Vous vous rappelez, c'était construit dans les années 60. On crée un énorme quartier d'affaires. Aujourd'hui, c'est vide, c'est devenu fantôme et s'est inventé du coworking. Donc, excusez-moi de poser la question abrupte. Vous avez créé des emplois, vous avez une entreprise qui se développe, qui marche bien. Concurrent en train de dévorer le modèle traditionnel ou complémentaire? Parce qu'autant se poser la question. Non, complémentaire, puisqu'on a besoin d'immeubles pour exister. Donc, on a besoin de rentrer dans des espaces construits par des investisseurs. SFL en est un parmi d'autres. En revanche, là où on se démarque, c'est qu'on offre, nous, de la flexibilité aux entreprises qui ne peuvent plus s'engager pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, sans savoir où elles vont. Et là, l'horizon est quand même très incertain. Et à la fois en termes de période, mais également en termes de nombre de postes, parce qu'on ne sait pas très bien combien on a besoin de postes pour demain. Et puis, au-delà du nombre de postes, c'est où est-ce qu'on place ces entreprises. L'enjeu stratégique de l'endroit où on met les salariés. Voilà. Et on a besoin d'un réseau beaucoup plus vaste pour pouvoir être proche du lieu d'habitation des collaborateurs. Parce que la question qui se pose en ce moment, c'est comment je fais revenir
mes collaborateurs au bureau. C'est un cauchemar pour les DRH en ce moment. Mais attendez, quand vous dites comment, ça veut dire qu'il y a des collaborateurs, des DRH qui se prennent au téléphone l'idée que je n'y reviens pas, je veux pas, parce que je suis pas sécurisé, parce que j'ai peur d'être malade, parce que je suis bien chez moi, parce que je mets 1h30 de transport alors que je peux travailler à distance. C'est ça que vous entendez ? C'est ça qu'on entend tous les jours. C'est cette crainte de revenir au bureau. À quoi ça sert ? Alors que je peux faire le boulot pareil chez moi. Et alors, il y a une réponse, c'est justement le fait de retrouver ses collègues, ses amis. Le social. Le social. Et donc, c'est là où nous, on intervient parce que... On voit votre étude, c'est l'étude OpinionWay, si je ne m'abuse. Là, il y avait l'IFOP, mais là, c'est une OpinionWay que vous avez commandée. Et là, on voyait un salarié sur 3 qui demande plus de sécurité sanitaire, plus de liberté, plus de services et plus de convivialité. Donc, c'est youpli youpla, c'est la fête. On se demande même s'ils vont travailler là. Ouais, non, alors c'est pas que la fête. Il y a l'aspect convivial qui est très important. Et puis, il y a l'aspect aussi de rencontrer d'autres entreprises. C'est ça. Dans des lieux qui sont faits pour ça, qui sont faits pour le bien-être. C'est pas une punition. Ce qui est intéressant dans vos coworking, si je peux me permettre, et je vous donne la parole, parce que là, l'analyse que vous faites par rapport à votre travail d'ethnologue est intéressante, mais il y a aussi l'idée dans les coworking qu'il y a du lien inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on monte un étage, il y a un autre groupe avec lequel on se met en connexion. Donc c'est une sorte d'écosystème, en fait, Absolument. les coworking, qui est très intéressant. Mais c'est ça qui fait aussi la différence avec des bureaux qui peuvent se rénover, qui peuvent trouver de l'espace. C'est à la fois cette communauté, et puis on a développé plusieurs lieux. On est même rentré dans des lieux, dans des tiers-lieux avec les hôtels, avec Accor qui est notre actionnaire. On est en train d'installer des bureaux dans des hôtels et de transformer des hôtels en bureaux parce que quoi de plus sympathique de rentrer dans un hôtel pour aller dans un bureau et d'échanger et de. Ça c'est logique. Parfois on fait des réunions dans des hôtels, on travaille dans des hôtels. D'un mot, parce que encore une fois, vous vous réinventez ou aujourd'hui vous dites, il faut quand même tirer les conclusions du fait que dans les 3 secteurs qui coûtent cher et l'entreprise, il y a la masse salariale et puis il y a aussi évidemment le bâti. Il y a évidemment ce que nous coûte la location des locaux pour y loger mes salariés. Ça, c'est un élément où vous dites, les arbitrages, les entreprises ne les font plus, pas sur des durées aussi longues. Les bails doivent être modifiés, j'imagine. Ce qui est clair, c'est que notre étude, elle montre que le bureau est pas mort, mais en revanche, ça va sûrement être l'heure de vérité pour les bureaux. Et il va y avoir une grosse segmentation entre les bureaux où les gens veulent revenir, parce que les salariés vont avoir le choix d'aller au bureau, concrètement, le télétravail va s'éteindre. Donc il va falloir leur donner envie. Ça, c'est la tendance, vous êtes d'accord, on y va là. Donc il va falloir leur donner envie. Donc effectivement, ça va être très segmentant pour les bureaux qui peuvent attirer les salariés et les bureaux qui ne peuvent pas, qui ne les attirent plus. Et effectivement, si je caricature, il y a 3 grands critères. Il y a la localisation, la centralité, limiter le temps de transport, ça c'est une évidence. Évident. C'est vrai que la crise sanitaire a montré que les temps de transport étaient encore plus insupportables pour les salariés. Votre étude montre que c'est à moins de 20 minutes, c'est l'étude OpinionWay, c'est chez vous. Les jeunes veulent être à moins de 20 minutes. Non, c'est ce qu'on montre, c'est qu'en fait, les jeunes sont même capables de baisser leur salaire pour être plus près de leur bureau, ce qui est quand même totalement nouveau. Donc il y a le transport, clairement, l'accessibilité. Il y a l'ouverture sur le quartier, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans un immeuble. Il y a une porosité avec la vie du quartier. Un écosystème. La mixité du quartier, le fait qu'on puisse aller, aller chez le médecin, etc. Et la troisième chose, c'est la qualité du bureau, du bâti. Donc ça, c'est notre job. C'est de faire des immeubles qui attirent, qui permettent ces rencontres. Donc c'est l'introduction du beau et du design. Et de l'écologique, si je peux me permettre, évidemment, parce que ça donne du sens. L'aspect évidemment RSE au sens large, ça c'est clair. HQE. Il y a le serviciel, et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas croire que parce qu'on n'est pas du coworking, il ne faut pas être extrêmement innovant en termes de services. Parce que les coworking innovent énormément. Bien sûr. On déjeune, on prend un café, on est bien. On a des conférences. Il y a une animation. Avec un modèle proche de l'hôtellerie, c'est bien que vous disiez ça, parce que votre partenariat avec Accor est très logique. Et de la même façon, nous, donc vous vous inspirez quand même. De bureau, on s'inspire évidemment des codes de l'hôtellerie pour les zones de restauration, les zones de rencontre, les zones de cafétéria, c'est une évidence. Mais Pascal Diby, vous qui avez traversé, je leur dis, ce livre est passionnant parce qu'on démarre du scribe égyptien, on passe par l'invention de l'encre, de la bureaucratie. Là, on est au top du top de la modernité, on est au bout du chemin. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à cette idée que le bureau était plus celui qui était du chef de bureau, dont on entrait, c'était solennel. C'est plus ça, quoi. Non, je ne pense pas qu'on soit au top du top de la modernité. Je pense qu'on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle une basse époque, c'est-à-dire un moment où les références ne sont plus ce qu'elles pouvaient être avant. C'est ça. Que l'idée du bureau n'a plus de sens, simplement parce qu'il y a la pandémie qui oblige les gens à rester chez eux. Ça joue un rôle absolument énorme sur cette Un accélérateur, me semble-t-il. Accélérateur ou ralentisseur, on ne sait pas exactement. Ce qui est en train de changer complètement, c'est la notion de travail. Mais, attendez, pour qu'on soit clair, vous dites le modernisme, c'est pas ceux qui défendent l'idée qu'on travaille chez soi. Non, je pense plutôt qu'il y a une archaïsation de la vision des choses.
c'est-à-dire qu'on est en train de remettre en question le travail, comment ça fonctionne, comment ça peut se faire. Et les générations qui viennent sont des générations de slashers, c'est-à-dire de gens qui ont envie d'avoir plusieurs travaux à la fois, qui n'ont pas envie d'avoir un bureau unique, et qui effectivement, l'idée par exemple qu'on fasse des hôtels, qu'on les transforme en partie en lieu de bureau, c'est une logique absolue, parce que maintenant le bureau se compte en étoiles. Je dirais, quand on allait au bureau, c'était propre, c'était clair, c'était bien installé, il y avait une révolution ergonomique. Il y avait du confort, c'est vrai. Du confort, jusqu'à la cantine qui proposait du bio, et même à Bordeaux, il y a des bureaux qui ont proposé des dormitoriums, c'est-à-dire que vraiment, quand on commence à prendre en compte effectivement le bonheur des gens, et c'est ça qui est en train de se produire, c'est-à-dire c'est une interruption de ce qu'on appelle la QVT, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, qui est en train de se reposer, et est-ce qu'il ne va pas se développer un espèce de prolétariat du clic qui va être oublié dans son coin parce qu'il n'aura pas les moyens de surgir et peut-être de s'offrir un coworking ou même de savoir comment ça marche. Et de l'autre côté, ça va être effectivement les entrepreneurs qui doivent mettre ça au point. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réaction donc c'est française, un peu la ligne de crête, là. Voilà. On peut... En France, on a un problème de hiérarchie. Et cette idée de respecter effectivement la hiérarchie, elle n'est pas la même dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Oui. C'est pas la même chose. Tandis que là, ce qui est en train de se produire, c'est une révolution hiérarchique avec l'idée que oui, j'ai envie de rester chez moi 2 jours, mais j'ai envie d'aller au bureau 3 jours. Et le bureau, ça sera peut-être plus l'endroit effectivement qui est à Courbevoie où j'ai 1h30 de transport. Ça sera peut-être des maisons de travail qui seront proposées. C'est incroyable quand même, ça, je trouve. Un peu comme il y a eu des dispensaires. Ouais. Il y aura des dispensaires de travail ou des dispensaires de bureaux. Ça, c'est formidable. Ouais, c'est assez hallucinant quand même de le penser, puisqu'on est en train d'y aller. C'est pas de la science-fiction. On est en plein dedans. C'est ça. On le voit tous les jours. Nous, on a des entreprises qui viennent nous voir en disant plutôt que d'être tous dans un seul lieu, on va mettre des hubs un peu partout dans vos espaces, et puis on va se rencontrer, et puis vous rencontrez d'autres entreprises, et puis il va y avoir de la sociabilisation. Ça marche parce qu'on est dans une révolution numérique, parce que tout ça n'existe que parce qu'on est interconnecté. On est d'accord, tout ça est lié. Oui, tout est lié. La mutation est liée aussi à la révolution industrielle, enfin la 4e révolution industrielle. Mais leur intérêt est économique, excusez-moi d'être un peu cynique, mais l'entreprise se dit, ça va faire du bien à mon collaborateur, mais il y a quand même un intérêt économique. Évidemment. Et alors, quand on arrive à joindre les deux intérêts, c'est là où c'est bingo, c'est-à-dire qu'on arrive à proposer aux entreprises de faire moins sur leur bureau, de réduire l'empreinte bureau, et le problème d'un bail, c'est justement que ça dure un bail, et donc... c'est le cas de le dire. Et donc, c'est donc de pouvoir avoir beaucoup plus de flexibilité et de faire des économies, et en même temps d'amener cette souplesse, cette nouvelle façon de travailler aux collaborateurs pour les inciter à revenir, peut-être pas toute la semaine, parce qu'on sait que c'est fini maintenant, mais de pouvoir jouer comme ça. Alors, dans votre étude, il y a un salarié sur 2 qui aimerait vivre ailleurs, donc ça c'est intéressant, qui pose la question du coworking en dehors des métropoles. C'est des salariés qui disent aujourd'hui, mon activité peut se faire dans le Gers, en allant très loin, elle peut se faire en Floride, elle peut se faire à Kuala Lumpur, moi j'ai plus besoin de m'embêter. Ça aussi, ça pose aussi une question de fond sur l'utilisation de ces locaux. Est-ce que dans votre réflexion, pour maintenir vos emplois, vous êtes une entreprise, vous vous dites, on commence déjà à réfléchir à l'idée de transformer nos bureaux en jardin, en espace de jardin bio. Non mais j'essaie d'imaginer, puisque à un moment donné, vous êtes challengé par un autre secteur qui génère aussi du bureau. Il faut bien que vous occupiez vos espaces, non ? Oui, il y a plusieurs aspects. Ce qui est vrai, c'est qu'à Paris... Je sais pas, on bosse ensemble, on va faire une réunion en fait, pour essayer de voir comment on peut faire. Ce qui est vrai, c'est qu'à Paris, il y a quand même plutôt une rareté en fait, de l'offre de bureaux, que ce soit en coworking ou classique. Donc, je ne pense pas que dans Paris, on soit vraiment sur une problématique de suroffre. Peut-être que ça se posera sur d'autres territoires. Dans des métropoles en province, c'est plus compliqué. Peut-être, ou peut-être dans des zones peut-être moins desservies, en deuxième couronne. Il y a sûrement des zones où le problème se posera et la réversibilité mais pas pour l'instant. Des bâtiments se posera. C'est vrai qu'à Paris, on sent pas tout à fait ce point-là, mais c'est intéressant parce que en fait, les besoins des salariés de se retrouver, on les a bien identifiés. Je pense qu'on les quantifie. Après, il y a le sujet de l'entreprise qui se dit comment je vais cultiver ma culture d'entreprise. Et c'est vrai que quand même, on se rend compte que les managers ont bien conscience que sans voir leurs salariés, parce que vous voyez une réunion Teams avec 90 icônes, c'est quand même pas la même chose qu'un auditorium plein. Certains s'en plaignent beaucoup, c'est des journées entières de Teams. Et c'est vrai que la question, c'est sans lieu commun,
les bureaux totémiques, nous ce qu'on appelle les bureaux totémiques, où je peux mettre en valeur mon savoir-faire, ma culture, ma manière de travailler. On peut échanger, croiser. Voilà, c'est vrai qu'on a du mal à voir aujourd'hui, sans lieu commun, comment les entreprises vont pouvoir être à la hauteur du besoin de culture d'entreprise et d'engagement collectif. Donc ça veut dire que la stratégie que vous menez, c'est que vous pensez que ça va se réduire en volume et en surface, mais il y aura toujours un centre de gravité, un espace dans lequel il va falloir se réunir. Bah, on le voit, enfin en tout cas... à minima, c'est la salle de réunion. On le voit, puisque même on voit bien des entreprises qui aujourd'hui réinvestissent quand même leur siège, c'est-à-dire le transforment, le rendent plus attractif, mais quand même réinvestissent cet espace-là pour faire revenir les gens à elles. Et voilà. En fait, pour compléter, ce qui est vrai que c'est très intéressant, le bureau, comme on l'entend, le lieu de travail, n'est pas le seul endroit où on produit. Oui. Production intellectuelle, j'entends, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus de la production intellectuelle. C'est pas le seul endroit. On a bien vu que le télétravail fonctionnait. Je pense que là, un barrage a été totalement rompu. La productivité était bonne. On a très bien vu que les gens bossaient et produisaient. En revanche, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire en étant chez eux. Et c'est probablement de se réunir et de créer ensemble. Oui, le collaboratif, la suite, votre prospective, parce que vous disiez, attendez, pour l'instant, vous êtes en train encore d'élargir votre champ d'installation dans Paris, dans des villes de province, dans des métropoles. C'est quoi votre stratégie, là, aujourd'hui ? Absolument. L'idée, bon, déjà, c'est de regarder, d'observer, parce qu'on est, comme vous le soulignez, on est un peu sur la ligne de crête. Donc, les choses peuvent encore évoluer. Mais l'idée, c'est de continuer à développer ces espaces, de profiter peut-être que des entreprises réduisent le nombre de mètres carrés pour leur dire confiez-les nous, on va les animer, on va faire venir d'autres entreprises. Ça, c'est un des aspects qu'on peut travailler avec des investisseurs, avec des propriétaires. Et puis repenser l'espace, en fait. On l'entend beaucoup sur ce plateau-là. Notamment de la partie servicielle, et puis le fait de dire on va aménager des espaces qui se libèrent. Et puis le fait d'ouvrir le réseau. Nous, on est convaincus qu'il faut plusieurs espaces partout en France, partout en Europe, et c'est pour ça qu'on a traité avec les hôtels, parce que c'est une vraie réponse à plein de petites entreprises qui ont des agences à droite, à gauche, en région, et là on peut trouver à Bourges, à Vannes, à Grenoble, à Lyon, à Marseille, des bureaux facilement, et qui créent en plus du collectif. Donc c'est dans cette voie qu'on se dirige. Quand même, juste un mot, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie, il y a un peu le monde merveilleux du télétravail ou du coworking, où effectivement il suffit d'aller voir pour se rendre compte que c'est assez cool, assez sympa. On y est bien, voilà, c'est pas du tout pour faire de la publicité, vous n'êtes pas le seul sur le marché, mais il y a quand même cet espace de bonheur, puis il y a quand même 54% des personnes que vous avez interrogées qui disent souffrir d'isolement. Donc c'est ce que vous évoquiez, une sorte de lumper prolétariat du clic, c'est-à-dire de personnes qui sont plus dans le fun, quoi, qui sont dans la souffrance, quoi. Il y a aussi des phénomènes d'adaptation. Il faut se rendre compte que les premiers open space. Les fameux open space. Le premier en France a eu lieu au ministère des Finances, qui était alors au Louvre. À l'époque où Giscard marchait sur qui a brûlé en 1860. Ils ont refait les aménagements du Louvre pour les bureaux à l'imitation des systèmes panoptiques anglais, avec des grandes salles, donc des open space, et des mezzanines qui permettaient de surveiller les bureaux, enfin les travailleurs qui étaient là, etc. Tollé des fonctionnaires. Coup de bol, j'allais dire, le Louvre reflambe au moment de la Commune en 1871, et cette fois-ci, les fonctionnaires refusent absolument qu'on refasse des open space. Et ils veulent des bureaux. Des bureaux avec des cloisons. Alors, ce qui est extrêmement intéressant pour être tranquille, pour mieux travailler peut-être. Oui, pour pouvoir se concentrer, pour être moins sur les uns sur l'autre, pour être moins surveillé peut-être aussi, mais c'est pas la principale raison. Et aujourd'hui, il y a peut-être ça aussi qui est en train, je veux dire, on le voit physiquement, on est en train d'élever à nouveau des barrières. Ben oui. Entre les on se réisole, etc. Alors, on le voit dans les feuilletons américains, comment ça fonctionne, effectivement. C'est la fin de l'open space. Working entre les deux. Un mot chacun, je suis désolé, le débat est passionnant, mais le temps passe. Là-dessus, c'est justement ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir plusieurs lieux à l'intérieur. Ça, c'est génial. Ça, c'est d'avoir des espaces de coworking où on peut interagir. Et des espaces où on peut s'isoler. Ou des espaces pour passer des coups de fil. Voilà, où on peut s'isoler, des espaces de réunion, puisque le collaboratif va prendre le dessus dans les mois à venir. Ça, c'est impudique, souvent les open space. On n'ose pas parler. Mais les rendez-vous commerciaux sont compliqués. Et donc, le fait de pouvoir jouer avec différents espaces à l'intérieur d'un lieu et puis différents lieux pour pouvoir jouer des rendez-vous, ça, c'est essentiel pour les... Mot de la fin, Haut-de-Grand, le bureau n'est pas mort, on l'entend, il est vivant, mais c'est un corps qui est en train de se transformer.
Oui, alors moi je reste quand même assez optimiste dans l'absolu. Moi, il y a un chiffre normal. Il y a un chiffre que j'aime bien dans l'étude qu'on a sortie, c'est l'attachement des salariés à leur entreprise. On voit que 75% des salariés se disent attachés à leur entreprise. C'est quand même, je trouve, après un an de crise sanitaire, un beau message d'espoir pour les managers que nous sommes. On va suivre ce dossier. Aude Grand, directrice générale adjointe SFL, Société foncière lyonnaise, on l'aura compris, hein, vous êtes dans les bureaux, dans le foncier. Merci à Stéphane Ben-Simon, le CEO de Wojo. Vous avez parlé d'Accor, hein, qui est un de vos actionnaires. Ce sont du coworking à Paris et ailleurs. Vous êtes en train de vous marier et de vous implanter dans les hôtels. Et puis, je vous invite à lire vraiment le livre de Pascal Diby, qui est ethnologue et voilà, qui nous fait prendre tout d'un coup beaucoup de hauteur sur le rapport au bureau, ethnologie du bureau, brève histoire d'une humanité assise. J'adore l'humanité assise. Parfois, on est courbé, mais là, on est assis. Édition Métallier, c'est votre éditeur. Puis avant, c'était La Chambre à coucher, pour ceux qui s'intéressent à la sociologie de l'ethnologue Diby. Merci à vous trois de nous avoir éclairés. C'est presque fini, ces fenêtres sur l'emploi avec cadre emploi. On vient un petit peu à des choses concrètes. On quitte le bureau, c'est le CV, c'est le profil. Qu'est-ce qui marche ? Tiens, c'est une directrice générale, ça va l'intéresser. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique avec comme presque chaque semaine, Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Tout va bien ? Vous avez écouté le débat sur les bureaux, ça c'est un truc que le cadre emploi doit expertiser, j'imagine, de temps... Alors sur les bureaux et effectivement sur le télétravail, est-ce que les cadres finalement sont satisfaits d'être en télétravail ? Est-ce ils subissent aussi l'isolement ? Voilà, c'est des questions qu'on a posées effectivement. Et ça va revenir, ça vous allez avoir le résultat ? On essaie de le faire de manière régulière en fonction effectivement de l'évolution du contexte sanitaire aussi qui a ses impacts. On va en parler avec vous dès que vous aurez ces chiffres parce que c'est intéressant, ça fait écho à l'ethnologue et à ce qu'on vient d'entendre. Directeur général des études chez Cadre Emploi, là on parle pas directeur des études. Directeur des études, vous n'êtes pas le directeur général encore ? Pas encore. Mais quelle erreur. Le CV et le profil, c'est quoi la différence entre un CV et le profil ? J'ai l'impression que c'était pareil. Non, alors c'est pas pareil. En tout cas, déjà la perception que peuvent en avoir les cadres, c'est que effectivement c'est complémentaire. Disons qu'il y en a un qui est plus dans une démarche, qui est plus pour des cadres qui sont dans une recherche active. Hein, on l'a vu, c'est-à-dire que si vous êtes amené à postuler, vous serez amené à utiliser votre CV, même à passer un entretien. Le profil va plus vous permettre d'être identifié, voire identifiable, et effectivement d'être finalement, j'allais dire un peu comme une carte de visite. C'est plus une carte de visite. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être recruté via le profil, mais néanmoins, en général, une personne, que ce soit dans le cadre du recrutement ou même dans le cadre du business, va aller, pourquoi pas, regarder sur un réseau social. Ça ne suffit pas, le profil. Il faut aller on veut aller plus loin. C'est une porte d'entrée, le profil. Les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez toujours essayer de postuler via un profil, mais la réalité des faits, c'est que la plupart du temps, on vous demandera un CV, et lorsque vous serez dans le cadre d'un entretien, on l'avait vu la semaine dernière, on utilisera un CV. Donc les deux sont complémentaires, les deux doivent être utilisés parce que si vous voulez optimiser une recherche d'emploi, globalement il faut utiliser à la fois plusieurs outils et plusieurs canaux. On sait qu'un recruteur aujourd'hui utilise à peu près 5 canaux de recrutement pour recruter un cadre. On le voit, 93% à travers votre étude estiment que le CV et le profil sont complémentaires. Exactement. 74% utilisent un CV seul, donc sans le profil, c'est ça ? Alors, utiliseraient, s'ils étaient amenés à postuler, naturellement, ils utiliseraient plus un CV qu'un profil. D'accord. 54% utiliseraient un profil seul pour postuler. Mais les deux vont potentiellement utiliser les deux. Juste qu'on soit bien clair, le CV, j'ai bien compris, feuille A4, on met son nom, on met une photo, on met tout ce qu'on a fait, on met ses soft skills, comme on dit. Oui. Le profil, c'est différent, c'est sur Internet, le profil, hein ? Oui, alors... c'est principalement sur Internet, il y a une recherche. Le CV, effectivement, souvent va être imprimé parce que lorsque vous allez passer un entretien, ça sera le CV, encore une fois, qui fera office d'échange ou de matching entre le candidat et le recruteur. Après, les deux sont complémentaires parce que finalement, ils n'ont pas forcément le même objectif de visibilité. Tout à l'heure, je parlais de carte de visite versus passeport pour l'emploi. Je parlais aussi notamment de contenu. On ne met pas forcément la même chose sur un CV que sur un profil. C'est vrai. Je pense notamment aux soft skills où il est peut-être plus facile de valoriser effectivement sur un profil ou éventuellement des différentes interactions. J'aurais dit l'inverse, d'accord. J'aurais dit plus sur le CV, le soft skill. Je veux pas vous... Disons que vous pouvez le faire de manière textuelle, après de manière plus graphique, ça peut être un peu différent. Encore une fois, les deux doivent être utilisés pour leur propre... Mais là, on ne parle pas de bureau, vous êtes directrice générale adjointe. Je ne sais pas
comment vous faites dans le recrutement, mais vous, c'est le profil, le CV, vous mariez les deux, vous matchez les deux? Ouais, on match les deux et puis c'est vrai que c'est beaucoup des recommandations aussi, donc c'est plutôt sur la base d'un profil lié à une recommandation. C'est vrai que c'est très complémentaire probablement. Ouais, la fameuse recommandation. 5 canaux, donc effectivement, il peut avoir une offre d'emploi, il peut avoir une recherche via un réseau, il peut avoir de la cooptation, il peut avoir une CV Tech. La fameuse CV Tech. Voilà, donc c'est vrai que même, on voit bien d'ailleurs dans les échanges qu'on a pu avoir, enfin dans les questions qu'on a pu poser et les réponses qu'on a pu avoir, la plupart des cadres estiment qu'il y a une différence de visibilité entre effectivement le profil et le CV. Mais on oublie souvent que le CV peut être aussi déposé dans une base de CV qui elle-même sera visible par un grand nombre de recruteurs. Bien sûr. Mais effectivement, on a condition de bien la ranger. Peut-être d'une boîte noire que les candidats ne voient pas, alors que sur un réseau social, vous le voyez naturellement. Juste d'un mot, dans votre étude, il y a l'idée que c'est un contenu qui est primordial à intégrer sur un CV, mais et moi-même, je me suis fait la remarque, c'est quand même compliqué finalement, c'est quand même complexe à intégrer. Ce contenu est vital et on se dit, mais comment je l'intègre? C'est vrai que le CV doit être structuré, il doit être personnalisé et surtout il doit évoluer, c'est-à-dire qu'en fonction du poste sur lequel vous postulez, vous êtes amené à revoir ou en tout cas à affiner votre CV. Et puis je crois aussi qu'il y a peut-être une méconnaissance des éléments qu'on peut mettre en avant. J'ai été moi surpris de voir qu'effectivement 36% des cadres nous disaient qu'il était important, il y avait 3 items d'ailleurs, 36% des cadres nous parlaient alors de la photo, certains nous parlaient de l'adresse, certains nous parlaient de l'âge, donc c'était le fameux 36%. Or on sait que l'âge est discriminant, la photo n'est pas obligatoire. Et l'adresse discriminante à certains égards. Et discriminante à certains égards. Sachant que quoi qu'il advienne, effectivement, vous n'avez pas intérêt à la mettre parce que si vous vous retrouvez même à 1 heure de trajet de votre entreprise, potentiellement, ça peut poser des questions. Donc, en tout cas, à minima, j'allais dire pour la photo et pour l'âge, on pourrait s'y abstenir. Donc, ça montre quand même une méconnaissance, j'allais dire, de ce qui est vital à intégrer sur un CV. Merci Julien Breuil, directeur des études et pas directeur général, où ai-je la tête, de cadre emploi. Il y a donc une différence assez nette entre le profil et le CV qu'on vient de vous expliquer sur notre plateau. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci beaucoup. Dans Fenêtre sur l'emploi. Merci à vous deux de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette émission. C'était un plaisir. On se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux programmes, de nouveaux débats et de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. Je remercie évidemment Fanny Griesmer et puis je remercie Lauriane Boué qui était à la réalisation aujourd'hui, et merci à toutes les équipes du son et qui m'accompagnent dans cette émission. Portez-vous bien, à demain, bye bye.